Et il faut un peu remonter à l'année 1968, puisque avant les journées de mai 68, une certaine réflexion critique était déjà engagée euh, dans le champ de la psychologie, mais pas seulement dans le champ de la psychologie, aussi dans le champ de la psychiatrie, autour de la chaire de Madame Favès-Boutenier, qui était professeure à la Sorbonne. Et lorsque les événements de 1968 sont survenus, on pourrait dire qu'il était tout à fait normal que se poursuive cette réflexion critique, et cette réflexion critique active, intense, avec de nombreux aspects épistémologiques, de nombreux aspects de référence philosophique, portait principalement sur la mise en question de la psychologie expérimentale, des méthodes en psychologie, des grands concepts en psychologie, et ceci dans la foulée, n'est-ce pas, de ce qui à l'époque s'appelait psychologie clinique. Psychologie clinique dont on pensait qu'elle était historiquement un moment intermédiaire vers autre chose. À la suite des événements de mai 1968, l'université Paris 7 a été fondée, a été créée, et c'est pour ainsi dire tout naturellement que certains d'entre nous qui étions à la Sorbonne nous sommes retrouvés dans le cadre de cette université à vocation pluridisciplinaire, dont la création comportait en quelque sorte cet engagement, cet acte de foi dans la pluridisciplinarité. Dès le départ, Sciences humaines cliniques, l'UFR de Sciences humaines cliniques, elle a été ainsi baptisée lorsque, à ma connaissance, c'est le Premier ministre de l'époque, M. Couve de Murville, qui a refusé l'appellation que nous proposions, c'est-à-dire anthropologie clinique, et a privilégié celle de sciences humaines cliniques, qui est une expression qui est devenue maintenant historique, mais dont on n'est pas sûr qu'elle veuille dire quelque chose de précis. En tout cas, c'est à partir de la création de Paris 7 que cette UFR de sciences humaines cliniques s'est développée, et s'est développée principalement avec, on peut dire, trois pôles. Un pôle de psychologie clinique et sociale, un pôle de psychanalyse et un pôle de psychopathologie. Si on rappelle en quelques mots ce qu'était autour dans les années 70, l'expérience pédagogique et de recherche de cette UFR, on peut dire on pourrait au fond résumer en disant ce fut un grand laboratoire d'expériences recueillant beaucoup de choses qui s'étaient passées au cours des années précédentes et qui tentaient d'inventer des contenus nouveaux d'enseignement, des méthodes d'approche, dans l'esprit, certes, d'une référence à la psychologie, mais cette fois-ci une psychologie rénovée, une psychologie qui comportait une mise à l'écart relative de la psychologie expérimentale. Alors c'est dans cet esprit que s'est développée l'UFR et qu'elle a rayonné d'ailleurs dans le monde, puisque cette expérience telle qu'elle s'est constituée dans les années 70 a eu beaucoup d'influence dans de nombreux pays européens et même outre-Atlantique, et en particulier en Amérique latine. Cette UFR comportait un certain nombre je dirais, ténors, n'est-ce pas, à l'époque. C'était M. Arbus-Bastide, c'était Jean Laplanche, c'était Jacques Gaget, c'était Prévost, et d'autres encore, je ne cite que ceux-ci. Nous étions tous animés par le désir de rénover et de transformer surtout les approches cliniques. C'est dans ce mouvement d'ailleurs que pouvaient être créés certains enseignements. Je me souviens d'un enseignement extrêmement demandé lorsqu'il s'agissait à l'époque d'unité de valeur, un enseignement que j'avais moi-même proposé, qui était sur ce qui s'appelait sémiologie, art et technique du corps,
Cet enseignement avait un tel succès qu'il m'a fallu même peu à peu le fermer, compte tenu du fait que risquait à tout instant, cela risquait à tout instant de partir dans diverses directions que je ne pouvais pas contrôler. Mais je prends cet exemple, mais il y aurait d'autres exemples, en particulier au niveau de la psychologie sociale institutionnelle, au niveau de l'enseignement de la psychanalyse, on y reviendra. Ces nouveaux enseignements étaient véritablement novateurs. Aujourd'hui, ils sont plus ou moins intégrés dans nos habitudes, alors qu'à l'époque, ils comportaient, n'est-ce pas, un souci de promotion de nouveaux objets de culture destinés à contribuer à la transformation des pratiques, pas seulement des pratiques cliniques, mais aussi des pratiques du savoir. Alors voilà à peu près dans quel esprit a été créé Sciences humaines cliniques, dans une université qui se voulait pluridisciplinaire, hein, bien qu'on sache que cette université était à majorité scientifique. Néanmoins, la réception dans cette université de sciences humaines cliniques, je crois, a été assez bonne dès le départ, et l'université a fortement soutenu, au cours des diverses présidences successives, a fortement soutenu un certain nombre de projets de sciences humaines cliniques. On pourrait ajouter à ceci que l'évolution de l'université dans nos sociétés, et plus particulièrement dans la société française, donc l'évolution de Paris 7, en Paris 7 de Denis Diderot, qui est notre université, cette évolution a elle-même entraîné une évolution de sciences humaines cliniques. Et si je résumais cette évolution en quelques mots, je dirais que par un jeu complexe dans lequel je ne peux pas entrer présentement, peu à peu, ce qui s'est imposé, c'est deux orientations qui pratiquement sont celles qui maintenant sont le plus avancées, c'est psychanalyse et psychopathologie. Alors, je serai complet en ajoutant ceci, c'est que cela concerne une transformation assez profonde, ici comme ailleurs, du contenu des disciplines. Bien sûr, les disciplines sont elles-mêmes fonction de l'évolution des recherches. On sait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les disciplines sont souvent les fiefs d'un certain nombre de pouvoirs, et l'éclatement des disciplines, c'est à la faveur de la structuration de nouveaux objets de savoir. L'éclatement des disciplines a certainement pour avantage de permettre une circulation meilleure, une communication meilleure entre les savoirs. Je dis cela parce que la question nous intéresse à Sciences humaines cliniques de deux côtés. D'une part, si aujourd'hui psychopathologie et psychanalyse sont les deux axes majeurs, on peut dire la psychopathologie est le domaine dans lequel se développe cette UFR, et la psychanalyse constitue la référence. La psychanalyse constitue la référence, je pourrais dire par distinction ou par opposition, avec une autre référence qui existe dans d'autres universités, par exemple les sciences cognitives. Si on dit donc cela, le domaine psychopathologique, ou le champ psychopathologique, ou les champs de la psychopathologie, et la psychanalyse, il est apparu au cours de ces toutes dernières années qu'il semblait important de repenser complètement l'intervention des sciences biologiques et neurobiologiques dans le cursus de formation des psychologues. C'est un point très important. On peut dire qu'au cours de ces dernières années, même de ces derniers mois, des progrès assez considérables ont été faits
dans la communication entre notre UFR et l'UFR de biologie, ou les UFR de médecine, qu'il ne faut pas ici oublier, n'est-ce pas? Donc, il y a incontestablement une volonté de repenser ou de concevoir de nouvelles formes du cursus et de nouveaux contenus du cursus à partir d'un appel à ce qui est le plus, on pourrait dire, le plus contemporain des recherches biologiques et neurobiologiques. L'autre versant, qui est actuellement un versant que nous essayons de mettre au point, n'est-ce pas? C'est le versant, on pourrait dire, histoire et anthropologie, en rapport avec le champ psychopathologique et l'orientation psychanalytique. Voilà à peu près, très synthétisé, la façon dont les choses se développent. Je mets l'accent principalement sur la façon dont une discipline, lorsqu'elle est vive, lorsqu'elle est dans ses recherches actuelles, a le pouvoir à la fois de recevoir des influences d'une autre discipline et en même temps a le pouvoir de modifier un champ disciplinaire. Mais ne perdons pas de vue que l'une des inerties devant lesquelles on se trouve, c'est l'inertie on pourrait dire, des habitudes mentales selon lesquelles les gens raisonnent habituellement en termes disciplinaires, en ayant de la peine à définir de nouveaux objets sans se référer au cloisonnement des disciplines. Alors, il faut, je crois, ouvrir assez complètement le dossier, si je puis dire. D'abord, il y a ce fameux article de Freud sur l'enseignement de la psychanalyse à l'université, c'est-à-dire l'encouragement fait par Freud de développer l'enseignement et la recherche à l'université. Cet article, au fond, a constitué une sorte de charte initiale, une charte implicite, qui, pour nous, n'est-ce pas, nous a donné au fond une certaine légitimité à entreprendre le développement de la psychanalyse à l'université. Ouvrir le débat, ouvrir le dossier, c'est aussi penser à ce qui était chez Freud, on peut dire le souhait ou l'espérance que la psychanalyse soit enseignée dans un environnement culturel qui comporte l'enseignement de la linguistique, l'enseignement de l'ethnologie, l'enseignement de l'histoire des religions, l'enseignement même aussi de la biologie. Il avait, n'est-ce pas, dans l'esprit le projet d'un institut qui serait un institut des sciences humaines, des sciences de l'homme, n'est-ce pas, qui comporterait ainsi tout un ensemble de disciplines avec lesquelles, de façon privilégiée, la psychanalyse peut être en dialogue, voire en débat. C'est pourquoi, d'ailleurs, je l'indique parce que l'évolution culturelle ou l'évolution sociale au cours du XXe siècle des universités n'ont pas attendu à répondre aux vœux de Freud, mais il était tout à fait, encore une fois légitime, de promouvoir un enseignement et une recherche dans le champ de la psychanalyse à l'université, parce que l'université représente, de par les champs de recherche et les champs d'enseignement qui sont présents, représente un environnement culturel tout à fait privilégié. Il est tout à fait extraordinaire d'avoir dans une étroite proximité, si on le souhaite,
parce que ça peut être aussi la proximité peut être un éloignement absolu. Il est tout à fait extraordinaire d'avoir la possibilité de dialoguer et de communiquer avec des champs de recherche qui sont tout à fait hétérogènes au sien propre. En ce qui concerne plus précisément le développement de la psychanalyse à l'université, il faut voir d'abord que c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial qui a commencé il y a longtemps, mais je crois que je peux dire que nous autres, en particulier en France, n'est-ce pas, et plus particulièrement nous à Paris 7, nous avons été parmi les premiers à mettre en place un tel enseignement et un tel champ de recherche en psychanalyse à l'université. Le problème que je veux soulever à l'instant est intéressant, je crois, parce que dans l'évolution de cette affaire, la psychanalyse, bien sûr, s'est extraordinairement développée du côté des sciences de l'homme, et tandis que dans les universités ou dans les facultés médicales, n'est-ce pas, on rencontrait un certain nombre de résistances à voir la psychanalyse se développer. Lorsque, dans les années 70, un certain nombre d'initiatives ont été prises par quelques-uns d'entre nous, je pense en particulier sous l'impulsion de mon collègue Jean Laplanche, nous formions ensemble, avec quelques autres, une petite équipe qui, je crois, était extrêmement dynamique et qui consistait à la fois à promouvoir des enseignements de la psychanalyse, enseignements en particulier de l'histoire du mouvement analytique, enseignements portant sur les textes de la psychanalyse, sur les concepts et les modèles théoriques de la psychanalyse, et qui, d'autre part, donnait lieu au premier DEA, un des premiers DEA qui a existé, première DEA et formation doctorale qui a existé, qui concerne donc la psychanalyse. Cela a été extrêmement important comme initiative, non soustraite à de très nombreuses critiques, mais je dois dire que je me suis complètement associé à l'époque dans cette entreprise, à ce projet, et j'ai pour ma part essayé d'y collaborer le plus étroitement possible. Enseignement de la psychanalyse. On sait précisément que la formation d'un psychanalyste, telle qu'on l'entend selon un certain nombre de critères bien admis, suppose une analyse personnelle, suppose une psychanalyse personnelle, suppose être admis dans un institut de formation qui généralement intervient dans le cadre des sociétés analytiques. Je prends ici pour référence l'Association psychanalytique internationale. Le futur psychanalyste passant par une formation qui comporte supervision et enseignement interne. Donc, on ne peut pas imaginer que l'université puisse se substituer aux instituts de psychanalyse. Mais il faut tout de suite préciser deux choses. D'une part, la psychanalyse est désormais, disons, dans la culture. Et de ce point de vue-là, l'enseignement de la psychanalyse ne peut pas être absent de l'université. Et n'étant pas absent de l'université, il est évident que l'évolution de cet enseignement, qui est lui-même fonction de l'évolution des recherches, permet de penser
que de plus en plus, que ce soit des médecins, psychiatres ou des psychologues qui viennent à l'université, bénéficient d'un enseignement, souvent d'excellente qualité, et je dirais généralement de très bonne qualité, n'est-ce pas, de la psychanalyse à l'université. Alors il faut tenir compte aussi d'un autre aspect. Si on se situe en 1997, on est devant un autre problème. On est devant le problème, d'une part, de fortes tentatives émanant du milieu international, enfin de la communauté internationale, de fortes tentatives de professionnaliser la psychanalyse. C'est-à-dire que le psychanalyste est bien une qualification professionnelle, et cette qualification professionnelle passant bien sûr par des diplômes universitaires. Alors ce problème-là n'est pas facile à résoudre, hein, et il faut certainement avoir présent à l'esprit que demain, sur le modèle de certains pays européens, le problème de la psychanalyse à l'université va se trouver lui-même encore modifié. Enfin, les donnes ou les données vont être encore modifiées. Je voudrais dire un mot sur la recherche en psychanalyse. Car on pourrait dire que le psychanalyste qui travaille avec ses patients en psychothérapie ou en cure analytique classique et qui publie dans des revues spécialisées, on pourrait dire dans une certaine mesure que les critères académiques ne sont pas réunis dans ce type de publication. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'étudiants dont les travaux se font dans l'orientation, selon l'orientation psychanalytique. Alors ces travaux de recherche sont des travaux de recherche, je dirais, sans aucun excès de patriotisme, je dirais que ce sont des recherches souvent d'excellente qualité, et d'excellente qualité qui justifient que de tels travaux, lorsqu'ils sont publiés, appartiennent aussitôt, au fond, à la communauté de travail, de réflexion dans la psychanalyse. Alors, on pourrait se demander, n'est-ce pas, si un étudiant dont la moyenne d'âge est autour de 35 ans, n'est-ce pas, puisque nos étudiants sont plus âgés que les autres lorsqu'ils font une thèse, si un tel étudiant a les moyens de travailler dans sa recherche avec un matériel psychanalytique, je crois qu'il faudrait dire les choses de façon plus nuancée et dire que l'essentiel, c'est souvent un travail d'élaboration de certains modèles à partir, d'une part, de la réflexion qui existe dans les autres publications et à partir aussi de l'expérience clinique de l'intéressé, là où il se situe à ce moment-là, là où il se situe dans sa propre expérience. Avant de faire le point sur l'état de ces relations, je crois qu'il faut d'abord s'éloigner d'un esprit de polémique qui continue à alimenter un débat, et un esprit de polémique qui n'est pas nécessairement fécond pour un tel débat. Je veux dire précisément que neurosciences et psychanalyse, c'est à un certain moment de l'histoire de notre culture que cette mise en rapport s'est imposée sous l'argument que aujourd'hui ou demain, on va expliquer beaucoup de choses du fonctionnement cortical et sous-cortical, qu'on va mieux comprendre l'ensemble des fonctions biochimiques du cerveau, qu'on va mettre au point des molécules de plus en plus puissantes qui vont pouvoir agir plus directement sur les comportements. Et c'est dans cet esprit précisément que revient toujours la même question: est-ce que c'est la fin de la psychanalyse? Donc, cela entraîne aussitôt une polémique, et une polémique qui ressemble à une sorte d'interpellation interdisciplinaire dans le mauvais sens du terme. Hein?
comme si précisément chacun avait à justifier que qui dans son laboratoire ou qui dans son cabinet, avec son divan, est susceptible de défendre, on pourrait dire, le psychisme contre le cerveau ou le cerveau contre le psychisme. Alors je crois qu'il faut dépasser complètement un tel débat. Il faut déplacer un tel débat. Je rappellerai que Freud, en plusieurs occasions, et encore en 1932, mettait en garde les psychanalystes contre les tentations, il disait cela par souci d'éducation à leur égard, mettait en garde les psychanalystes contre toute tentative d'importer dans leur propre connaissance, dans leur propre pratique, des modes d'explication qui sont issus de la physiologie, on pourrait dire, de la neurophysiologie. Venant de Freud, c'est d'autant plus important que Freud avait une origine scientifique, qu'il s'est tenu constamment au courant du développement de la biologie de son époque, qu'il a utilisé même des modèles qui se trouvaient métaphorisés dans sa propre métapsychologie, par exemple le modèle de Weissmann ou le modèle de Haeckel de l'ontogénèse et de la phylogénèse. Donc, on ne peut pas suspecter Freud, là, d'un souci de partialité, puisqu'il y a, en effet, un véritable intérêt pour les développements des sciences biologiques de son époque, dans un esprit qui est celui, au fond, de la tradition goethéenne, et de la tradition goethéenne qui est, au fond, la grande tradition que l'on retrouve aussi chez les fondateurs de l'embryologie, de la génétique, à l'aube de ce siècle. Donc, je crois que la communication, la discussion à un niveau réflexif entre biologistes, neurobiologistes, neuroscientifiques, disons, et psychanalystes est certainement pas seulement possible, elle peut être féconde. Nous en avons fait l'expérience au sein de la Revue internationale de psychopathologie avec Daniel Villecher, avec des personnes comme Jouvin, Jean-Didier Vincent, Alain Prochiant et d'autres encore. Et nous avons bien vu que, travaillant chaque mois ensemble, nous n'avions pas le souci de nous influencer, mais chacun restant dans la spécificité de son domaine, de témoigner de tout ce que mettait en œuvre sa propre réflexion ou sa propre recherche, et au fond d'exposer l'autre à un tel témoignage. Donc sur ce point-là, n'est-ce pas, je crois qu'il faudrait se placer un peu comme nous le recommandons à nos jeunes chercheurs de 3e cycle ici, lorsqu'ils entreprennent un travail qui comporte des complémentarités disciplinaires. Nous leur recommandons aujourd'hui d'être beaucoup moins du côté de la polémique neurosciences-psychanalyse et d'être beaucoup plus du côté de la recherche sur certains objets de savoir, de la construction de certains objets nouveaux de savoir. Nécessairement, les données qui proviennent de la neurobiologie ou qui proviennent même d'autres disciplines que des sciences biologiques vont certainement entrer dans la rénovation, n'est-ce pas, de l'esprit de recherche. Je crois beaucoup en cela. Je crois qu'aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la critique, enfin je mettais en critique l'esprit des disciplines. Je crois qu'en effet, il faut de plus en plus sortir des grandes discussions interdisciplinaires pour être beaucoup plus du côté de certains objets précis. Mais je voudrais encore déplacer un tout petit peu le débat. Je voudrais déplacer un tout petit peu le débat parce que la confusion des polémiques entraîne à confondre le niveau spéculatif extrêmement enrichissant et le niveau, je dirais, plus pratique. Lorsque l'on dit, par exemple, que la psychiatrie va se médicaliser de plus en plus et que la mise au point
des nouvelles molécules extrêmement puissantes, va peu à peu éliminer le recours à la psychothérapie. Je dis c'est faux. Bien sûr, la psychiatrie peut se médicaliser de plus en plus, se neuroscientificiser, devenir de plus en plus neuroscientifique et méconnaître la place qui est accordée à la parole et au champ de la parole et à la place du sujet dans la parole. Bien sûr, c'est un risque. Je crois pour ma part, n'est-ce pas, que au fond, un des projets qui nous anime n'est pas d'être anti-médicamenteux ou anti-pharmacologique. Ce serait plutôt aujourd'hui de savoir comment un médicament, comment une substance se qualifie comme médicament de telle façon lorsqu'il y a psychothérapie, ou ne se qualifie pas comme médicament, mais simplement comme effet chimique ou comme effet neurochimique lorsqu'il n'y a pas psychothérapie. Je crois qu'il est extrêmement important de réévaluer ce qui déjà depuis Platon s'appelait le pharmacone, c'est-à-dire la façon dont le pharmacone intervient. Est-ce qu'il vient comme remède? Est-ce qu'il vient en se qualifiant comme médicament grâce à une parole qui vient de l'intérieur, grâce à une expérience parlée de la souffrance humaine, ou bien est-ce que ce médicament agit comme un médicament extérieur à une telle parole personnelle? Alors, je crois que c'est d'une grande importance pour l'avenir. Je ferai remarquer de ce point de vue, n'est-ce pas, qu'il est tout à fait significatif que si, dans la tradition universitaire qui est la nôtre à Paris 7, nous mettons l'accent sur la psychopathologie, qui plus est, que j'appelle fondamentale, c'est une discipline de grande tradition, de prestigieuse tradition, la psychopathologie, puisqu'elle était depuis longtemps, n'est-ce pas, à la fois nourrie par la philosophie et par la médecine. Et cette discipline qui signifie au fond qui est la connaissance des processus psychiques, on pourrait dire normaux et anormaux. Là, si je suis sur une définition extrêmement sommaire, cette psychopathologie tend à disparaître de la psychiatrie contemporaine, tend à disparaître parce qu'il n'y en a plus besoin. À partir du moment où vous prescrivez une molécule, vous n'avez plus besoin de savoir que la molécule va toucher l'angoisse ou je ne sais quoi, ou la dépression, mais vous avez surtout le souci de voir le résultat que produit l'usage de cette molécule. Il n'y a pas besoin, à ce moment-là, de faire appel, à la limite, même pas à une clinique, mais certainement pas, certainement pas une psychopathologie. Je dois rappeler qu'en 1989 a eu lieu à l'Université Paris 7 ce grand colloque qui était alors d'ailleurs patronné par sous l'autorité morale du président de la République et qui portait sur patrimoine génétique de l'humanité et droit, patrimoine génétique et droit de l'humanité. De ce colloque sont issues certaines recommandations, et parmi ces recommandations, l'une d'elles confiait à l'université le soin de promouvoir une structure qui serait une structure d'échange entre les sciences de la vie et de la santé et les sciences de l'homme et de la société. Je fus alors, par le président de l'université, qui était Madame Nadine Forest, chargé de mission pour concevoir et étudier les conditions de création, de fondation d'une telle structure. C'est en 1993 que le centre a été officiellement créé au sein de l'université
Et il a été créé non pas comme une structure qui aurait été imposée de l'extérieur, mais comme une structure qui émanait en quelque sorte de l'intérêt de la communauté universitaire. Pas seulement d'ailleurs Paris 7, mais aussi de la communauté universitaire extérieure à Paris 7. À cette époque, disons qu'on parlait beaucoup, comme on en parle maintenant encore, mais on parlait beaucoup d'éthique biomédicale ou d'éthique et biologie, n'est-ce pas, ou éthique et génétique, etc. Et l'orientation que j'avais, quant à moi, était celle-ci. Il ne fallait certainement pas négliger les problématiques relatives à l'éthique, mais il était souhaitable de placer ces problématiques dans un cadre plus large, de réflexion philosophique, anthropologique, juridique. Et d'autre part, ce qui me paraissait surtout manquer, c'était l'accompagnement réflexif, tant théorique que épistémologique, l'accompagnement réflexif d'un certain nombre de recherches qui, dans les publications internationales, sont produites à un rythme extrêmement accéléré et où il semble d'ailleurs que les jeunes chercheurs qui sont dans les laboratoires ont surtout le souci d'une performance le plus vite possible remarquée au plan international, tandis que il y a un reste, c'est-à-dire au fond l'importance que ces jeunes chercheurs, s'ils en ont le temps, auraient envie d'accorder à la réflexion. Donc le Centre d'études du vivant s'est donné d'abord comme vocation de développer une recherche réflexive à partir des recherches dans les sciences de la vie et de la santé. C'est en 1993, disais-je, que les premières activités se sont développées, d'abord avec un séminaire qui portait sur génome et société, ainsi qu'un séminaire qui a été d'emblée mis en place avec le concours d'un certain nombre de mes collègues, dont Dominique Lecourt, Alain Prochians, Jean-Didier Vincent, et d'autres collègues aussi de Paris 7, un séminaire qui portait sur la théorie du vivant. Théorie du vivant. Le Centre d'études du vivant a eu surtout pour fonction au cours de ces 4 dernières années, précisément de stimuler des échanges réflexifs au sein de certains, au sein de séminaires, au sein de colloques, au sein de conférences, en essayant de maintenir le niveau le plus exigeant, n'est-ce pas, de spécialité, et en jouant en quelque sorte le pari de faire se communiquer les chercheurs entre eux, quelle que soit leur discipline d'appartenance. Alors, je pourrais dire au fond que le Centre d'études du vivant correspond à l'esprit, enfin, est dans l'esprit de la fondation de Paris 7, c'est-à-dire l'interdisciplinarité. Seulement aujourd'hui, le terme d'interdisciplinarité n'a pas tellement grand intérêt. Il me paraît plus important de voir comment les disciplines qui sont celles de la biologie ou les biotechnologies appellent à un certain moment une ouverture sur des disciplines, si je parle encore en termes de disciplines, n'est-ce pas, comme la philosophie ou comme les sciences de l'homme. Alors, je voudrais prendre ici quelques exemples. Hein. Bien sûr, on pourrait prendre l'exemple tout ce qui s'est passé autour de la procréation. Nous avons eu un certain nombre de séminaires qui ont été organisés autour disons, de cette maîtrise technologique des moyens de procréation sous toutes ses formes.
Et si les aspects éthiques ne pouvaient manquer d'être présents, n'est-ce pas, ce qui importait, ou ce qui importe, c'est de voir comment dans une société comme la nôtre, d'abord se développe parfois un réflexe anti-scientifique ou anti-technologique, comme si un neurobiologiste n'avait pas d'âme ou n'avait pas d'intérêt pour le sujet, ce qui est faux. Hein. Et d'autre part, comment, dans le contexte que nous vivons, le réflexe est souvent celui de rejoindre au fond, les grands et archaïques fantasmes collectifs de menace par la science, de diabolisation par la science. Je crois que le Centre d'études du vivant, par exemple, en abordant des questions qui sont relatives à la procréation, a cherché chaque fois à ouvrir la compréhension de l'évolution sociologique des représentations et de poser des problèmes comme ceux de la filiation aussi près que possible de ce qui se fait dans des recherches anthropologiques. Voilà un exemple. Prenons un autre exemple. Si on considère que l'infection par le VIH joue un rôle vraiment très important, je veux dire, en dehors de la réalité et de la grave réalité qu'il représente, joue un rôle très important dans la mutation de ce qu'on peut appeler les paradigmes. Paradigme d'abord par rapport à l'ère pasteurienne qui a été la nôtre, paradigme, mutation dans un paradigme qui est celui du soin, mutation dans le paradigme de la collectivité par rapport à l'individu. Il y a là un certain nombre de choses qui se passent, qui vont extrêmement vite, et qui sont et qui entraînent, on pourrait dire, des changements dans les approches qui seraient les approches de la psychologie, de la sociologie ou d'un certain nombre de disciplines, n'est-ce pas, qui travaillent sur le terrain. Je crois donc que lorsque, par exemple, chaque année, depuis plusieurs années, nous organisons un séminaire interrecherche sur le VIH, comme il va avoir lieu tout prochainement, chaque fois, nous sommes soucieux d'apporter l'état des questions, par exemple, par rapport à la trithérapie aujourd'hui. On est soucieux de voir comment vont s'ouvrir les problématiques de demain. On est soucieux de stimuler de nouvelles recherches en s'apercevant peut-être que le sida aura joué un rôle absolument considérable dans la modification de nos propres modes d'approche de la réalité humaine. Je pourrais prendre d'autres exemples. On pourrait prendre d'autres exemples. Par exemple, ce qui se joue aujourd'hui autour de la vache folle, n'est-ce pas, c'est en soi, disons, un problème scientifique, c'est en soi un problème de consommation de la viande, n'est-ce pas, mais c'est aussi, on sent bien que dans la culture, cela affecte d'autres habitudes et cela entraîne des modifications très importantes dans le système des représentations. Je crois d'ailleurs que, personnellement, je pense que les recherches en sciences humaines sont en train de sortir de ce qu'on appelle leur crise. Non pas par une sorte d'affiliation aux sciences biologiques, mais parce que les sciences biologiques sollicitent des sciences humaines de nouvelles pertinences dans la définition de leurs objets. Voilà à peu près dans quel esprit le Centre d'études du vivant se développe. Et il va se développer
certainement aussi de façon plus forte autour de deux pôles, un pôle philosophique et un pôle juridique, en sachant précisément que les juristes sont là d'une très grande importance pour nous. D'abord, il me faudrait mettre à distance le mot d'interdisciplinarité. C'est un mot qui a été en vogue au début de l'université Paris 7, les universités interdisciplinaires ou l'université interdisciplinaire. Je crois que l'interdisciplinarité est un mythe, voire une image idéologique, mais n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la transformation des disciplines sous l'effet de leur rencontre et sous l'effet de leur tension critique. Ça, c'est important. C'est pour ça que la pluridisciplinarité, la notion de pluridisciplinarité, est intéressante parce que d'une part, elle ne consiste pas dans la coexistence, la simple coexistence des disciplines au sein de l'université. La pluridisciplinarité signifie d'abord que chaque champ a son développement spécialisé, parfois hyper spécialisé. C'est-à-dire qu'il faut être encore plus spécialisé pour pouvoir communiquer avec un autre champ de travail. Deuxième chose, personne aujourd'hui ne pourrait dire que une recherche qui se fait ici va être indifférente à ce qui se passe là. On peut même se demander si on fait une étude, une évaluation de la culture de ces 20 dernières années, dans un pays comme la nôtre, comment les idées, comment la mise en circulation des idées, le travail réflexif qui s'est développé de tous côtés, conduit en effet à développer l'imagination dans des disciplines ou dans des laboratoires, disons, qui sont fort éloignés apparemment de la source culturelle en question. Alors, je crois qu'on pourrait prendre ici deux exemples. L'exemple qui vient notamment du Centre d'études du vivant, c'est-à-dire la place des juristes. On peut dire que les juristes seraient ceux qui sont les plus concernés par les développements de la génétique, par le problème du statut du corps, n'est-ce pas, dans la médecine ou je ne sais quoi. C'est vrai, mais les juristes qui sont avec nous, et je pense en particulier à nos collègues Madame Chemillé-Gendreau et Madame Touvenin, sont tout à fait sensibles à ceci, c'est comment le discours juridique va se trouver lui-même, se transformer au contact de certaines connaissances comme celles qui viennent des sciences de la vie ou des sciences de la santé. Je prendrai le deuxième exemple, l'exemple de la psychanalyse, qui m'est plus proche. La psychanalyse a un statut très particulier puisqu'elle a une transversalité. Elle a d'une certaine façon une extradisciplinarité. Elle ne peut pas être vraiment considérée justement comme une discipline. Son extradisciplinarité ou sa transversalité lui fait jouer un rôle tout à fait important dans des domaines qui sont pourtant fort éloignés de son champ clinique, n'est-ce pas, tout à fait spécifique dont nous parlions tout à l'heure. Je crois qu'il faudrait à ce moment-là réfléchir sur la façon dont la psychanalyse, sans chercher à s'appliquer à des domaines qui lui sont étrangers, a modifié et a été modifiée en retour lorsque elle s'est trouvée en contact avec des objets qui n'étaient pas directement les siens. Je crois que l'université est à la fois extrêmement fragile, comme on le sait, et peut être forte
parce qu'elle a de véritables ressources au moment où se développe un discours collectif qui est, comme on le sait, un discours extrêmement dur, quotidiennement dur, qui est un discours de l'exclusion. Hein, qui est un discours de l'exclusion où interviennent les thèmes, pas seulement les thèmes, les injonctions de nature politique et sociale extrêmement pénibles à vivre pour chaque individu, hein, plus ou moins dans certains cas, et je crois très fort. Alors, je crois que ce sont dans ces périodes-là où les secousses ébranlent individuellement chacun, où les mutations sont extrêmement fortes. Je crois que c'est dans ces moments-là, dans un tel moment, je ne veux pas généraliser, de mutation accélérée, que ce qui se fait, par exemple dans une université, correspond à ce qui est en train de se construire.